Je vous laisse prendre la parole un par un. Si donc, je suis Grégory Fraisse de France 3 Alsace. Et bienvenue. Antoine Bonin, des Dernières Nouvelles d'Alsace. On se connaît depuis longtemps. Bienvenue, merci de votre présence. Stéphanie Wenger pour Le Monde. Ok. Marie Maheu pour France Bleu Alsace. Super. Donc, et Sabrina de Lisée, indépendante. Donc, et puis, Proche und Deutschland. Option ist da idée. Là, on est les proches des... Donc ici parmi nous, les proches des mineurs concernés, en t-shirt orange, par contre, c'est les présidents de la mosquée de Tchétchène de Strasbourg, association d'Aimer Konkesh. Et puis, il y a un mineur concerné qui est avec nous. Majeur. Ah, il est majeur. Mais c'est le seul majeur qui était avec, qui a été interpellé. Donc il est là, 18 ans. Voilà. Sinon, en ce qui concerne le programme, je pense qu'on peut commencer. Maintenant, tout le monde s'est présenté. Excusez-moi, je pense qu'on vous a oublié. Hein. Non, pas de problème. Allez-y. On m'oublie très souvent. Désolé. J'accompagne Grégory, je suis le caméraman de France 3. Super, bienvenue. Merci de votre présence. Donc, on commence par la lecture du communiqué de presse qu'on a préparé pour cette conférence de presse. Ensuite, on va peut-être laisser s'exprimer les proches et peut-être même les jeunes, l'un des jeunes concernés. Et par la suite, on aura donc des questions-réponses. Et puis à la fin, on prendra un thé ou un café selon votre convenance. C'est bon? Est-ce que les programmes vous conviennent? Voilà. Donc on va commencer par la lecture du communiqué de presse. Donc, communiqué de presse à l'occasion de la conférence de presse du 5 juin 2021 organisée dans les locaux de l'Assemblée de Tchétchènes d'Europe à Strasbourg. Donc, le 26 mai 2021, 4 jeunes, dont 3 mineurs d'origine tchétchène, ont été interpellés par la DGSI à Strasbourg et Achille Tegam. L'interpellation était très musclée avec explosion de portes et des perquisitions. Tout cela au vu des enfants. En plus, un enfant de 13 ans a été interrogé en l'absence de ses parents pendant plusieurs heures. Les 4 jeunes concernés ont été transférés à Paris pour interrogations qui ont duré des heures. Le lendemain, tous les jeunes ont été libérés sans aucune poursuite. Toute cette action a été largement relevée dans les médias et nous regrettons le fait que l'accent a été mis sur le fait que les jeunes voulaient passer à une action violente et préparer un attentat, mais aussi sur leur origine ethnique qui a été aussi évoquée de façon systématique dans tous les articles et reportages au sujet de cet événement. Cependant, quand le lendemain il est devenu évident que les jeunes n'ont rien à se reprocher, presque aucun article est sorti pour rassurer la population et lever les doutes au sujet de ces jeunes. Ce genre de procédé stigmatise les membres de la diaspora tchétchène qui essayent de toute leur force de s'intégrer, d'évaluer au niveau professionnel et dans les études. La méfiance s'installe au sein de la société à tous les niveaux envers les personnes d'origine tchétchène. Si pour les moindres soupçons et pour une simple vérification qu'ont subi certains de nos membres, la presse fera un énorme bruit tout en donnant de quoi agiter certains courants politiques, alors toutes les personnes d'origine tchétchène seront considérées comme dangereuses. Nous demandons de nouveau à tous d'éviter toute stigmatisation et tout amalgame, et nous rappelons que notre Assemblée et toutes nos associations partenaires travaillent sur le terrain et œuvrent au maximum contre tout extrémisme et tout appel à la violence. Nous comprenons aussi que les forces de l'ordre et les services de renseignement doivent faire leur travail, et nous n'avons aucune objection à cela. Nous sommes aussi conscients du fait qu'après la série tragique des attentats horribles qui a touché notre pays, nous devons tous se mobiliser ensemble pour assurer la sécurité et pour contrer l'extrémisme et les appels à la haine, de toutes formes. Mais nous devons tous garder le sang-froid, le respect mutuel et éviter toute action démesurée et toute stigmatisation. Enfin, nous tenons comme toujours à exprimer notre reconnaissance à l'État et à toute la nation française pour l'aide, l'accueil et le soutien qu'ils ont apporté à notre peuple au moment le plus difficile de notre histoire. Est-ce qu'au sujet du communiqué, il y a des remarques?
de la part des journalistes ou sinon de la part des participants à la visioconférence. Allez-y, je vous laisse la parole. Vous pouvez juste nous rappeler l'âge des 4 jeunes interpellés? Voilà, donc il avait 16, 17, 2 fois 17 et 18. 18 ans. Donc celui qui avait 18 ans, c'est le seul majeur qui est là. Pascal, Daniel, est-ce que vous avez peut-être des remarques ou de corrections par rapport au communiqué de presse? Non, je le trouve très clair, très pertinent. En tout cas, il est l'expression de ce que vous ressentez et je pense que c'est très bien. Exactement, parce qu'en fait, l'objectif de notre travail, donc l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe, c'est aussi d'exprimer un petit peu les sentiments de la diaspora en général. Donc, on essaie de faire le travail dans les deux sens. Donc, dans un sens, on travaille donc, avec la presse, on fait des lettres ouvertes au ministère de l'Intérieur, on fait des communiqués de presse, mais aussi un travail vers l'intérieur, donc vers les membres de la communauté, pour leur expliquer, pour les rassurer. Et quand il faut les représenter au niveau de la presse, au niveau de la communication avec les ministères de l'Intérieur, etc. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques concernant le communiqué de presse, on donne la parole aux proches. Ce jour-là, mon frère il a été interpellé, ils ont fait une perquisition chez nous. J'étais avec mes enfants, ça nous a traumatisés et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il est innocent. Ça s'est passé à quelle heure? 5-6 heures du matin. Okay. Vous ne les attendez pas du tout en fait? Oui, bien sûr, on ne les attendait pas du tout et ils ont été relâchés 3 jours après. Et c'est sur internet qu'on a appris qu'il n'y aura pas de poursuite et on ne sait pas non plus d'autres détails. Okay. On n'a aucune preuve comme quoi on a été en garde à vue, placé en garde à vue. Donc ah oui, effectivement, donc, aucun procès verbal, aucun document n'a été remis, rien, aucune trace en fait de... Ma mère, elle peut pas être sûre que j'étais placé en garde à vue pendant ces 60 heures. Voilà. Et on doit quand même avoir une trace, et on a quand même droit à la copie du procès verbal au moins qui a été... Parce qu'ils ont établi un procès verbal, si je comprends bien. Ouais. Voilà. Donc, voilà, bon, comment aller là? Ну, можно рассказать, как они относились, как кричали? Да, конечно. Ну, давай рассказывай о вас. Au niveau de l'interrogatoire, ils nous interrogeaient quand je répondais que je ne connaissais pas ses amis qui venaient à la maison. Il m'a, on va dire, crié dessus. Il m'a dit c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Alors que je ne connaissais pas les amis qui venaient chez nous. Ce jour-là, je n'étais pas là. Et mon petit frère aussi de 13 ans qui a été interrogé tout seul. Ils l'ont pareil crié dessus, ils lui ont posé des questions. Et c'était assez rude, c'est oui, ça oui. Excusez-moi. Je dis, on va pas dire que tous les Français sont mauvais. Je dis, certes, le mot tchétchène, il sort. Je dis, il y a eu un concours de circonstances, Dijon, Saint-Dizier, etc., etc. Je dis, mais c'est pas parce que il y a eu tout ça qu'il faut. Je dis, il y a une responsabilité individuelle prévue par les lois et c'est la loi qu'on doit respecter. Heureusement, il a compris mon exemple que je lui ai donné, il était beaucoup plus concret, je fais juste une abstraction. Mais il a présenté des excuses et c'était juste une personne, mais combien il y en a d'autres? Les médias se précipitent pour donner l'image de terroriste en disant 4 jeunes terroristes, etc. Il suffit juste d'aller sur les réseaux sociaux et voir les commentaires. L'autre fois, il y avait l'article du journal Le Monde. Je me rappelle, dans l'association, l'avocat de notre communauté, il nous a envoyé un commentaire qui soutenait la communauté tchétchène. Par curiosité, je suis allé voir les commentaires. C'était un seul commentaire sur 323 qui nous soutenait. Tout le reste, c'était pour nous descendre. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, pour remonter le moral. C'est pas comme ça que... Moi, ça ne me dérange pas qu'il y a des gens qui insultent ou qui ne sont pas contents de la communauté tchétchène. Mais après, quand derrière, vous avez des actions comme ça qui ne sont pas démenties par la police même, on se retrouve dans une situation où on n'a plus...
plus de sécurité en fait. Il faut savoir que la communauté tchétchène, c'est une des communautés qui est le moins protégée. On n'a ni là-bas, ni chez nous, ni ici. C'est-à-dire si l'exemple parfait, c'est M. Ozdaev qui a dû se battre pour rester en France, alors qu'il ne peut même pas rentrer en Tchétchénie. Il ne peut pas. Par contre, il a dû 15 ans après, il a dû se représenter devant le juge, alors qu'il travaille, il vit, il a une vie, il a un parcours. Il a dû défendre son droit de rester ici. Ça je ne comprends pas. Et tout ça, en fait, ça part du principe de responsabilité collective. Bah, si on applique cette responsabilité collective à tout le monde, en faisant infraction à la loi, parce que la loi dit que la responsabilité, elle est individuelle, bah, qu'on le fasse avec tout le monde, c'est tout. Bah, je vous remercie pour l'attention. Merci. Vous avez devancé en fait, ma question, parce que non, j'aimerais qu'on fasse le lien avec ce malaise-là que vous ressentez, mais vous venez de l'évoquer. Vous pensez que quand on est tchétchène aujourd'hui, on est en proie plus facilement à ce genre d'action Bah, en fait, pour mettre les choses au clair, la question elle est correcte, vous la posez correctement. En fait, la communauté tchétchène, on est des réfugiés politiques à la base. Réfugié politique dit qu'on ne peut pas rentrer dans le pays d'où on vient. Et quand on nous colle une étiquette d'un terroriste, parce que c'est ça qu'on dit, on ne peut pas espérer d'aller dans un autre pays parce que ce dossier va nous suivre. Bah, le pays, il va appeler la France, bah, les autorités françaises et demander ce monsieur ou cette personne, elle a été chez vous. C'est comme ça que ça se passe en Europe aujourd'hui. Dans les pays anciens URSS, on ne peut pas partir non plus parce que là-bas, excusez-moi, l'influence de la Russie elle est très forte. Déjà, il n'y a pas un seul pays qui va nous accepter, après un dossier qu'on nous constitue, avec lequel on sera envoyé. Et après, en Russie, on ne peut pas parce que les exemples, on les a. Il y a Amnesty International qui a condamné la France pour avoir renvoyé quelques Tchétchènes qui ont été tout de suite kidnappés et il n'y a plus de nouvelles. Donc, quand c'est administratif et qu'on ne croit pas à l'histoire de la personne en disant oui, on ne croit pas que vous êtes un réfugié politique, que vous avez vraiment des problèmes. Pour ça, il y a une procédure au début, quand la personne elle arrive en France. C'est l'OFPRA qui s'en occupe. Mais quand 14 ou 15 ans après, on reconvoque la personne à cause de ces soi-disant notes blanches, que moi-même, je peux passer un appel à la police en incognito et dire, écoutez, cette personne-là, il est radicalisé. Il faut vérifier, non? Selon les observations de M. Castaner, ces fameuses observations qu'il a fait des critères de radicalisation, je peux vous garantir que 90% des Tchétchènes sont des radicaux. Alors, Ramadan, on le fait, les prières, on les fait. Mais là, on commence à partir dans une chasse à sorcières, excusez-moi. C'est-à-dire, en revenant à ce qui s'est passé, quand on vient, c'est chez 4 jeunes. La police aujourd'hui, on dit qu'elle n'a pas de moyens, etc. On parle de la DGSE, elle a les moyens. Monsieur Darmanin, aujourd'hui, qui a fait son visite en Russie après l'événement après le meurtre de M. Paty, quand il s'est rendu en Russie, le sujet était clair. Comment accélérer les choses pour renvoyer les Tchétchènes. En même temps, il y a M. Navalny qui est arrêté. Toute l'Europe s'indigne en disant il n'y a pas de droit et le droit international n'est pas respecté. Et en même temps, la seule personne qui se rend en Russie, c'est comme s'il donnait un signe de soutien à la Russie, qui est condamnée par tous les pays. Il se rend là-bas en disant, il rentre, et il dit, on a bien coopéré. La seule communauté qui peut se sentir mal dans ces conditions-là, c'est les Tchétchènes. On ne peut pas rentrer en Tchétchène. Les exemples, on en a. La France, elle est condamnée. Là, encore en revenant au dossier de M. Ozdoev, il a eu énormément de la chance qu'il n'a pas été expulsé. Parce que même si on lui avait dit, vous devez quitter le territoire français, on vous laisse partir dans tous les 4 sens, il n'y a pas un seul pays qui l'aurait accepté un dossier qu'on lui avait constitué. Et s'il était renvoyé en Russie avec ce dossier, en arrivant à l'aéroport à Sheremetyevo ou Vnukovo, je ne sais pas où il serait envoyé, il serait accueilli très chaleureusement, entre guillemets, par les agents du FSB et il se retrouverait en prison.
L'exemple. Et après, on condamnerait la France, mais ça ne ramènerait pas le père à ses enfants. J'ai une question pour, excuse-moi, Ahmed encore. Est-ce que vous avez été en contact depuis avec vos autres amis? Non. Pas du tout. Ça y est, l'amitié est détruite. Et pourquoi vous, donc eux, je comprends qu'ils aient été très traumatisés, qu'ils ne veulent pas entendre parler de cette histoire. J'imagine vous aussi, vous avez été traumatisés, mais pourquoi vous voulez, vous, en parler aujourd'hui? Parce que j'ai de la peine pour ma nièce et mon neveu. À chaque petit bruit qui est fait dans le couloir en dehors de l'appartement, ils se mettent directement à pleurer, à crier le nom de leur mère. Et ça en fait de la peine. Je peux pas laisser ça passer comme ça. Ils sont traumatisés à vie. Oui, je voulais dire justement, j'étais en train de parler à mon frère, je lui disais, à cause de, on va dire, l'histoire qu'il a eue, il ne peut plus rester en contact parce qu'ils vont penser encore des choses en fait. Et du coup, il est obligé de couper les pommes, même s'ils n'ont rien à se reprocher. Ça me faisait de la peine, parce que je pense pas qu'ils n'ont rien fait. Vous avez cherché à prendre contact avec la police depuis pour dire mais c'est bon, ça vous en restez là comme ça? Non, personnellement j'ai peur parce que je me dis ils vont encore refaire la même chose. Et l'association Mais сейчас ça sera communiqué ailleurs. Et en fait, ce qui va être communiqué, ce sont que les éléments importants. Et les éléments qui sont considérés comme importants, c'est que la personne, elle est soupçonnée d'être dangereuse. Et parce qu'elle est soupçonnée d'avoir un lien avec le terrorisme. Et du coup, ce dossier va la suivre partout. Donc, en fait, c'est un peu comme un cercle vicieux dont on ne sort pas. Toutes les personnes que nous avons rencontrées ici, qui ont eu à un moment ou à un autre, hélas, ce fichage, quelle qu'en soit la raison, ça a été un peu comme une marque indélébile en fait. Et ce qui est terrible aussi, c'est que si elles sont expulsées, ces personnes vers la Russie, ce dossier les suit, y compris en Russie. Et du coup, là-bas, elles sont à nouveau accusées, alors sauf que après, là-bas, c'est fait avec les moyens qui sont développés en Russie et entre autres en Tchétchénie, de torture, de pression, pour que la personne avoue ce qu'elle n'a jamais fait en fait. Donc voilà, ça c'est les précisions que je voulais apporter ponctuellement là. Merci beaucoup Pascal. Camarades des classes ou des collègues du club qui t'ont fait des remarques ou quelque chose en disant voilà, vous êtes tous pareils. Ouais, par contre, nous, on a quand même des retours qui remontent jusqu'à l'association. Au niveau professionnel, par exemple, je connais un apprenti qui a subi de la discrimination, mais vraiment grave, après l'attentat, mais directement après l'attentat. Il a dû même quitter son apprentissage parce qu'il n'arrêtait pas de recevoir des remarques déplacées contre les musulmans, contre les Tchétchènes, et des remarques de la part des adultes, pas des jeunes. C'était un apprenti. Au final, il a dû tout simplement quitter l'apprentissage et choisir une autre entreprise parce que c'était insupportable. C'est soit un jour il lâche, et puis il se lâche et puis ça donne un conflit, soit il part et voilà. Il y a quand même des cas de figure où les gens se permettent de se lancer dans ces amalgames. C'est ça qui est grave. Et quand les forces de l'ordre, les services de renseignement, les médias et tout le monde n'arrête pas de dire à chaque fois tout le monde peut avoir ces problèmes-là. Un Français converti, un Maghrébin, un Tchétchène, n'importe, l'extrémisme touche tout le monde aujourd'hui. Parce que ça circule par les réseaux sociaux, ça circule par des réseaux clandestins en fait. C'est pas officiellement dans une association, dans une mosquée ou n'importe où qui ont dit aux gens allez faites-vous passer à des actes violents. Par contre, je voulais rajouter de mon part. Juste une minute, on va quand même, parce qu'ils nous attendent depuis tout à l'heure, on va quand même laisser parler Anne. Je
pense qu'il voulait dire quelque chose. Je vais pas parler longtemps. Bonjour. Il n'y a pas de souci, allez-y, exprimez-vous. Désolée d'être arrivée. Présentez-vous quand même, présentez-vous. Oui, bien sûr, pardon. Oui, donc je suis depuis Paris, là. Je m'appelle Anne Lulérou, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nanterre, spécialiste de la Russie et en particulier du conflit tchétchène. Et j'ai aussi fait partie des gens qui ont créé le comité de Tchétchénie il y a plus de 20 ans. Voilà, donc j'ai connu les premières familles arrivées des bombardements sur Grozny et puis aujourd'hui on constate une évolution. Alors, je ne vais pas prendre la parole longtemps, mais je pense qu'il y a vraiment 2 ou 3 choses qui se jouent dans la situation d'aujourd'hui. Je vais essayer, enfin, comme ça, moi, si je fais l'hypothèse, il y a des choses qui essayer de démêler et qui parfois se collisionnent et créent une situation particulièrement, effectivement, stigmatisante et anxiogène pour les Tchétchènes vivant en France ou dans d'autres pays d'Europe. La première, je pense, c'est le caractère très récent en fait de cette diaspora en formation qui est arrivée en France ou dans d'autres pays d'Europe, qui est aujourd'hui assez nombreuse, qui pour certains des enfants qui sont nés sur le territoire français, mais qui malgré tout est encore extrêmement prise et emprise. D'ailleurs, il y a eu des dames qui viennent de le dire à l'instant, hein, sur des événements traumatiques, extrêmement traumatiques et extrêmement violents qui se sont passés il y a très peu de temps à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de générations, et qui sont en même temps, qui continuent aussi à se passer parce que la situation du post-guerre dont on nous vante la stabilité, enfin officiellement dans le régime tchétchène, est une situation qui continue à être très violente, même si c'est plus les bombardements des forces russes. Et donc je pense que cette prégnance de la violence dont les familles, les jeunes, les moins jeunes continuent à être, je dirais, les témoins via les réseaux sociaux, Internet, les vidéos qui circulent, etc., elle ne peut pas ne pas avoir d'impact sur, je dirais, une forme de psychologie collective et la manière dont ça se... Ce qui ne veut pas absolument dire, c'est en aucune manière une justification de quoi que ce soit, mais simplement, c'est juste une manière d'expliquer à quel point le mode d'action, le mode opératoire des forces de sécurité tel qu'il est pratiqué depuis plusieurs années en France dans les affaires de soupçons de terrorisme, on va dire, le terrorisme est extrêmement traumatisant, je pense, pour tout le monde. C'est aussi vrai pour des gens qui ont été arrêtés pour soupçon de menées anarchistes au moment de la COP 21 ou je ne sais quoi. On peut être aussi traumatisé, sauf que quand on est un jeune ou un moins jeune qui vient d'une famille qui a vécu la guerre, qui a vécu les bombardements 10 ou 15 ans auparavant, je pense que ça ne produit pas les mêmes effets à long terme et les mêmes effets collectifs. Ça, c'est la première chose. Mais c'est des choses qui seraient à réfléchir à, bien sûr, hein, c'est vraiment des quelques idées. Je pense aussi que... deuxième chose, comme Chamil vous l'avait dit à l'instant, mais aussi, effectivement, tout le monde peut être extrémiste, il n'y a aucune, je dirais, nationalité ou population ou groupe social qui soit exempt de cette possibilité. C'est comme les criminels, hein, c'est pareil, enfin voilà. En revanche, je pense que ce qui se joue en France, c'est aussi une politique antiterroriste depuis quelques années, qui finalement, et ça moi je trouve ça quand même très étonnant, au moment où on vote une loi pour se battre contre le séparatisme et contre le communautarisme, on en vient à demander finalement à des leaders supposés de la communauté de faire attention à leurs jeunes, donc du coup finalement on leur renvoie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une responsabilité collective, alors que c'est justement ce que d'ailleurs tous les observateurs, les défenseurs des droits de l'homme, etc., dénoncent depuis des années sur la façon dont la Russie a procédé justement, y compris officiellement, en faisant de la justice préventive, en brûlant les maisons de toutes les familles de gens qui avaient supposément ou vraiment commis un attentat, donc en faisant jouer cette responsabilité collective. Alors que font les autorités françaises en faisant jouer cette notion de responsabilité collective alors que justement elles affirment vouloir inculquer les valeurs républicaines de la liberté individuelle, etc. Moi je trouve ça que là on est quand même vraiment dans une contradiction assez flagrante. Et puis la dernière chose, peut-être c'est aussi, ça c'est un phénomène, je dirais, plus
génération, c'est aussi qu'effectivement des familles, des personnes qui sont arrivées au début des années 2000 directement de la guerre, je dirais, et effectivement comme réfugiés politiques, aujourd'hui sont dans une situation un petit peu différente parce que des enfants sont nés, qui sont nés sur français, qui ont grandi en France, qui peuvent être concernés par ce qui se passe dans le pays de leurs parents, ou le pays éventuellement où ils sont nés, mais d'une manière assez différente. Donc forcément, je dirais que sociologiquement, il y a une réflexion à mener sur l'évolution, effectivement, de ces générations qui ne peut pas rester figée dans la manière dont les premières familles, je dirais, qu'on a connues avec Daniel ou Pascal, effectivement, au début des années 2000, sont arrivées, parce que c'est des gens, il y a beaucoup plus de monde maintenant, que les gens ont fait des études, travaillent, voilà, donc je crois qu'il faut vraiment prendre un peu aussi de recul par rapport à ça pour voilà, peut-être s'intéresser à tout l'ensemble de cette population. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci de votre intervention. Peut-être quelqu'un d'autre encore de remarques? Monsieur Stroka, Daniel, Reda. Oui, enfin, si vous voulez, oui, bonjour, je m'appelle Daniel, je suis côté de Tchétchénie, et donc je travaille pour l'association Habitat-Cité. Et sinon, donc, alors, au début, dans le comité de Tchétchénie, effectivement, moi, ça me rappelle d'autres affaires, d'autres interpellations plus ou moins musclées. Et je voulais quand même rappeler que ce genre d'intervention comme ça de la police dans un appartement auprès d'une famille, c'est quand même extrêmement risqué. La police fait courir des risques à toute la famille, à des enfants, etc. Je me rappelle d'autres interpellations comme ça musclées où, sans que les policiers le veuillent, par erreur, ils ont appuyé sur la gâchette. Et donc, heureusement, personne n'avait été blessé, mais un coup est vite parti. Donc, l'affaire à laquelle je pense, c'était une interpellation extrêmement musclée qui s'était produite à Orléans, où après des journalistes avaient posé la question quand même aux responsables, je ne sais même plus si c'était le GIGN ou le RAID ou quoi, ils avaient posé la question, mais pourquoi donc cette interpellation juste pour une banale arrestation? Pourquoi? C'était parce que c'était des Tchétchènes. Et l'officier a juste répondu, mais non, vous comprenez, il faut quand même bien qu'ils s'entraînent de temps en temps. Nos hommes, il faut quand même qu'ils s'entraînent. Voilà. C'était deux frères qui avaient été arrêtés à l'époque, à Orléans, et ils ont été maintenus en garde à vue, détenus pendant plus d'1 an. Et pour à la fin être complètement mis hors de cause, ça n'avait rien à voir à l'époque. L'histoire de terrorisme, c'était une banale histoire de droit commun. À la fin, ils ont été mis hors de cause et ils ont reçu des dommages et intérêts qui leur ont été accordés par le juge. Mais quand même, plus d'1 an en détention préventive, ça a quand même vraiment, comment dire, rendu plus difficile leur intégration. Eux aussi étaient réfugiés. Et tout simplement, toute cette affaire reposait sur pas grand-chose, sur une banale carte SIM de téléphone, qu'à l'époque, les réfugiés, souvent les premiers arrivés, achetaient une carte pour ceux qui venaient d'arriver parce qu'ils ne pouvaient pas se la procurer autrement. Donc une sorte, une chose aussi, comment dire, futile que cela, avait conduit à une inculpation dans des faits graves qui ont été jugés ensuite. Donc je veux dire, c'est pas un acte, c'est pas banal, c'est pas quelque chose. Il faut quand même que je sais pas, ça me choque quand même un petit peu ce genre d'intervention, d'opération dans des logements familiaux auprès d'une famille pour après faire comme si de rien n'était. Même pas lancer une enquête, même pas instruire, il n'y a même pas d'instruction donc en cours, donc ça semble effectivement assez surréaliste. Voilà. Mais c'est pas la première fois, malheureusement. Merci Daniel. Parmi les
personnes présentes, parmi les personnes... De façon tout à fait égoïste, intéressée, on a éventuellement un travail de montage à faire après, donc moi je vais faire quelques interviews pour la télévision. Oui. Alors je vais évidemment laisser la parole à mes confrères si encore des questions, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on a besoin d'un temps d'interview après à l'issue de cette conf, donc plutôt ça viendra et ce sera pour le travail de post-prod comme on dit. Okay, donc au programme, nous, quand on a fini, on a encore le thé et les cafés, tout est prêt dans la salle à côté.